Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du premier match des finales NBA entre les Spurs de San Antonio et les Knicks de New York. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, c'est ce qu'on appelle le baptême du feu. Les Spurs sont la deuxième plus jeune équipe de l'histoire de la NBA à atteindre les finales. Et on a pu le constater sur ce premier match où, malgré une avance de 14 points, malgré des Knicks en manque d'adresse à 3 points, San Antonio n'a pas réussi à s'imposer dans ce premier match qui leur a échappé. On peut situer ça au niveau du troisième quart-temps. Les Knicks n'ont rien lâché et ils ont su s'adapter au fil de la rencontre. Karl Anthony Towns a imposé sa masse physique sur la rencontre. Josh Hart s'est mis à voler pour prendre des rebonds offensifs capitaux. Et Jalen Brunson a terminé le travail comme il sait si bien le faire. Je rappelle que ce joueur a été sélectionné au second tour de la draft 2018 par Dallas. Même draft que Luka Doncic. Toutes mes condoléances aux fans des Mavericks. C'est surtout défensivement que New York a fait la différence, tenant les Spurs sous la barre des 100 points pour la première fois de ces playoffs. C'est la première fois que les Spurs perdent le premier match d'une série en finale NBA dans l'histoire de la franchise. Mais comme l'a souligné Stephen Castle, ce groupe, tout au long des playoffs, a toujours eu besoin d'un peu de temps avant de se mettre en marche. Le bénéfice du temps n'est plus vraiment une option. Le Game 2 devient une nécessité absolue pour San Antonio, qui ne peut pas partir à New York avec un déficit à 2-0 et espérer dans la foulée que ça se passe bien au Madison Square Garden. Rien n'est impossible, mais ça va être excessivement compliqué si ça se passe comme ça. Il y a des ajustements à faire, dont on va parler, et les Spurs ont montré qu'ils avaient les ressources physiques et mentales pour se remettre dans le sens de la marche depuis l'entame de ces playoffs. J'ai une autre petite note d'espoir pour les fans des Spurs. Les 3 dernières équipes à avoir remporté le premier match à l'extérieur en finale NBA, donc l'équipe qui se déplace pour le premier match des finales, se sont inclinées in fine en finale. Les Pacers la saison dernière face à Oklahoma City, les Celtics en 2022 face aux Golden State Warriors et les Spurs de San Antonio en 2013 face au Heat de Miami. La dernière équipe à remporter le Game 1 des finales NBA à l'extérieur et qui a réussi à remporter le titre, ce sont les Pistons de 2004 face aux Lakers. Charles, quel est ton point de vue général sur ce Game 1 ? Bon, c'était pas le match du siècle, mais il y avait quand même une belle intensité. Franchement, je trouvais que c'était un vrai premier match de finale. Collectivement, je trouve que les Knicks ont vraiment répondu présent, notamment en début de match. J'avoue que j'ai été un peu surpris par certains choix faits par le coaching staff des Spurs, notamment par Mitch Johnson et ses assistants, notamment le choix de mettre Wembanyama sur Karl Anthony Towns au début du match. De toute façon, on avait dit pendant la preview qu'il y aurait forcément un côté piqûre poison pour les Spurs et que face à cette attaque des Knicks, ils devraient faire des choix défensifs. Bon, je suis pas sûr que les choix qui ont été faits aient été les plus pertinents sur ce match-là. Maintenant, je pense qu'ils s'en sont assez vite rendus compte, qu'ils vont pouvoir s'adapter, s'ajuster. Ils l'ont déjà fait en cours de match aussi. J'ai aussi vu que ils étaient un peu critiqués, notamment pour la gestion de la fin de match, pour l'absence de Dylan Harper sur le parquet dans le Money Time. Et c'est sûr que Dylan Harper, vu le match qu'il a fait, on peut éventuellement avoir des regrets là-dessus. Maintenant, écoute, c'est un premier match qui est intéressant dans le sens où, comme tu l'as dit, il va demander des ajustements dans la foulée. Effectivement, les Spurs ont été pris par la défense des Knicks. On a quand même beaucoup parlé de l'attaque des Knicks jusqu'à présent, mais ils sont aussi collectivement capables d'avoir une défense très solide et ils l'ont prouvé. Bon, s'il faut commencer par parler des Knicks, moi, le premier dont je veux parler, évidemment, c'est Josh Hart. Ce mec est un malade. Il finit meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur intercepteur de la rencontre. Il a la meilleure évaluation en mettant juste 3 points. Enfin, il a un profil qui est tellement important pour cette équipe, de par sa polyvalence défensive, par son activité constante, l'intensité qu'il met. Jalen Brunson lui a rendu hommage à l'issue de la rencontre et franchement, c'est tellement mérité. Il est indispensable vraiment dans cette équipe. Et voilà, c'est rarement, voire jamais lui qui reçoit l'attention, les félicitations ou les lauriers. Et pourtant, franchement, il le mériterait. Voilà,
Tu vois, par exemple, après ce match, j'ai lu plein de choses sur le money time de Jalen Brunson. J'ai lu plein de choses sur le money time de Fox aussi, pour des raisons différentes, mais j'ai pas lu grand-chose sur celui de Josh Hart. Et pourtant, son impact dans la fin de match, il est hallucinant. Je crois que dans les 5-6 dernières minutes du match, je crois qu'il fait 2 ou 3 interceptions. Il va te chercher des rebonds incroyablement importants. Et voilà, si sur ce match, les Knicks ont dominé les Spurs sur les second chance points, c'est notamment grâce à lui. 23-14, ouais. Ouais, voilà. Et pourtant, dans ce match, il commence en prenant des fautes assez rapidement. Et à un moment, je me suis dit qu'il allait payer le prix de cette débauche d'activité incessante qui risquait de manquer à son équipe dans les moments importants. Ah bah, pas du tout. Il a été incroyable. Oui, effectivement, les Knicks ont joué un excellent match. Ils sont venus préparer. Je pense que l'expérience face à Cleveland, le fait d'avoir un long break et d'attaquer une série, je pense ils ont bien compris qu'il fallait absolument pas perdre de temps et commencer dès le départ à appuyer sur l'accélérateur. Moi, ce qui m'inquiète un peu pour San Antonio dans ce match, c'est que les Knicks shoot à 30% à 3 points. Tout à fait. Et la probabilité que ça se reproduise dans la série, elle est pas énorme. Ouais, c'est clair. Sauf si les Spurs arrivent vraiment à défendre la ligne à 3 points. Mais attention à ça. Je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment faire attention. Tu l'as très bien dit. Karl Anthony Towns défendu directement par Wembanyama. Bon, après, ils ont changé un peu la couverture défensive. Ils ont essayé de mettre Keldon Johnson, Devin Vassell, d'autres gens également. Mais à chaque fois, c'était des choix qui amenaient un nouveau problème. En fait, Karl Anthony Towns, c'est vraiment le nœud du problème pour San Antonio. C'est vraiment lui qu'il va falloir dénouer très rapidement dans ce duel, parce que c'est surtout lui s'il est aussi bon. Complètement. Là, il a fait tous les bons choix, en fait. C'est fou. Ouais. Il a fait tous les bons choix, il est en confiance. Et moi, là où je me gratte la tête, c'est que je vois pas de solution facile contre lui. C'est-à-dire que si Victor Wembanyama n'est pas sur lui, si Victor Wembanyama est sur lui, il n'y a plus de deuxième rideau défensif. Ouais. Et il y a un risque d'aller faire des fautes. Et Karl Anthony Towns, il arrive très bien à utiliser sa masse physique pour partir au drive. Donc voilà, on a également vu des pick and roll inversés pour Towns avec Jalen Brunson qui venait poser des écrans, et ça finissait quasiment toujours au panier. Et les Knicks, on en avait parlé, toi et moi, est-ce qu'ils vont réussir à attaquer le cercle? Ils ont tout à fait réussi. On avait parlé de plus de 50 points inscrits dans ces playoffs dans la peinture. Là, ils en ont inscrit 50 points exactement. Oui, exactement. Donc ils ont trouvé, eux, comment maintenir leur régime alimentaire, on va dire, leur régime au scoring dans cette rencontre face aux Spurs, malgré une adresse qui n'était pas au top. Si tu mets une autre personne sur Karl Anthony Towns, si tu mets Keldon Johnson, Devin Vassell, Harrison Barnes, n'importe qui pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la clé pour ça, il est largement plus puissant qu'eux. Et le problème, c'est que quand ils arrivent à faire tourner le ballon, et ça, ils sont extrêmement doués pour faire circuler la balle, attirer Wembanyama, c'est ce qu'on avait dit dans la preview, à l'extérieur. Et au final, Karl Anthony Towns, à chaque fois, saisit les opportunités. Soit il part lui-même au cercle avec le ballon, soit le ballon est ailleurs, c'est un shoot. Et Karl Anthony Towns peut aller tranquillement aller choper le rebond, parce que de toute façon, il est beaucoup plus puissant que n'importe quel défenseur qu'on lui met dans les pattes. Et le box-out est quasiment impossible. Donc ça, j'ai hâte de voir comment les Spurs vont se dépatouiller de cette histoire de Karl Anthony Towns, parce que pour le moment, j'ai du mal à voir la solution. Je pense que Towns, on connaît sa capacité à faire des fautes rapidement. Il va falloir le mettre en difficulté. Des fois, c'est pas le plus brillant dans ses décisions, bien que pour l'instant, dans ses playoffs, il a été beaucoup plus souvent extraordinairement intelligent dans ses choix que le contraire. Donc, j'ai pas envie de le critiquer là-dessus. Mais les Spurs vont devoir clairement trouver un moyen d'enrayer cette machine Karl Anthony Towns, qui a débloqué tout côté Knicks depuis plusieurs semaines maintenant. Ouais, c'est clair. Et franchement, moi, ça me fait vachement plaisir de voir Karl Anthony Towns comme ça, parce que ce mec-là, il a 30 ans. On l'a beaucoup critiqué sur sa carrière NBA. On l'attendait depuis des années qu'il réalise son potentiel. On sait que ce mec-là, il est incroyablement talentueux. On sait le potentiel qu'il avait, mais n'empêche qu'il avait du mal à réaliser ce potentiel-là. On avait des doutes sur sa capacité à être agressif des deux côtés du parquet notamment. On avait des doutes sur sa capacité à éviter les fautes.
Il a été énormément ciblé par les critiques pour son côté trop soft, pour ses limites, etc. Et là, vraiment, je trouve que dans cette équipe, il a pris une dimension incroyable. Et le fait que Mike Brown l'ait replacé au centre d'une attaque qui est incroyablement performante, ça a l'air de lui donner énormément de confiance. Et tu vois, on dit souvent que le prime des joueurs NBA, c'est vers les 27-30 ans. Bah, ce mec-là, il a 30 ans, il va bientôt en avoir 31. Et en fait, je sais pas à quel point c'est un joueur qui fonctionne à la confiance et à l'affect, mais on a vraiment l'impression que dans cette équipe-là, avec ce coaching staff-là, il a complètement passé un cap. Et ouais, il a été très, très, très bon dans ce match. Il a eu un impact impressionnant sur Wembanyama, sur sa capacité à sanctionner ce premier pas sur le premier pas. Son passing a été de haut niveau. Il a pris des rebonds qui sont hyper importants. Et franchement, ça fait plaisir. Il a aussi été très bon en défense. On savait qu'il pouvait le faire par séquence. Mais moi, j'avoue qu'on attendait plus Anunoby sur le dossier Wembanyama. On l'avait évoqué dans la preview. Notamment parce que, encore une fois, Towns, il a tendance à prendre des fautes parfois trop rapides et son rôle est trop important dans cette attaque pour se permettre de le sacrifier en défense. Et pas du tout. Towns a été excellent. Je crois qu'il a tenu Wembanyama à 2 sur 12 au shoot, qu'il a 2 forcé sur 11. 2 sur 2 11. sur 11. Et effectivement, quand on avait parlé d'Anunoby dans la preview, moi j'avais dit Anunoby parce que justement, je me suis dit Mike Brown va essayer d'éviter les fautes bêtes de Karl Anthony Towns. Et Anunoby, c'est une façon de faire une rotation défensive sur Wembanyama Bien sûr. au cas où Towns a des problèmes de faute ou au cas où Wembanyama commence à un peu marcher sur tout le monde. Pour l'instant, il a toujours cette option-là sous la semelle, Tout Mike à Brown. fait. Et c'est une très bonne chose. Et c'est Il a très toujours probable pas qu'il en joué ait cette besoin. carte-là. Et c'est très probable qu'il ait besoin de la jouer par la suite. Et franchement, ouais, je trouve que Towns a été d'une lucidité incroyable. À chaque fois qu'il voyait mon Wembanyama monter un peu trop sur lui, aucun problème, il utilise sa mobilité, il va finir au cercle. Dans son passing, il a été très bon. Enfin voilà, un match vraiment abouti pour Karl Anthony Towns, et c'est vraiment le match dont son équipe avait besoin. Et franchement, je suis vachement content pour lui, surtout que vraiment, on a parfois eu dans le podcast, et pas que dans le podcast, mais on a parfois eu la dent dure sur ce mec-là, parce qu'on était en attente de le voir vraiment utiliser à fond ses qualités techniques et son potentiel. Et franchement, ça y est, on y est là, et c'est cool. Absolument. Absolument. Et franchement, je pense que c'est le plus gros problème à régler côté Spurs, c'est Carrément. comment gérer Karl Anthony Towns. Ouais, carrément, je suis d'accord. Ça et les rebonds, mais les rebonds, il le savait. Karl Anthony Towns, les rebonds, à la limite, tu peux te dire, faut juste qu'on en prenne plus que les autres, quoi. Oui, et puis sur le combat du rebond, la donnée Karl Anthony Towns est une vraie composante, si tu veux. Tout à fait, complètement. Ça, c'est pas juste deux problèmes séparés, quoi. C'est une composante de ce problème. Mais Karl Anthony Towns apporte, enfin, en fait, son impact se fait sentir à plein d'autres niveaux, pas qu'au rebond. Dans tous les match-ups, c'est un problème qui paraît un peu compliqué à résoudre pour l'instant côté Spurs. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé côté Knicks, c'est leur défense sur contre-attaque. Parce que Dieu sait que eux, tout à l'heure, je le soulignais, ils ont réussi à scorer à l'intérieur. Ouais. Par contre, ils ont privé les Spurs d'une grosse partie de leur attaque, qui est ces points inscrits après les ballons perdus ou sur les interceptions. On en avait parlé également dans la preview. Et les Knicks ont fait un boulot extraordinaire sur ce repli défensif. Incroyable. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à faire des match-ups. Ils se disent, allons nous mettre en place. Chacun prend le joueur qui est le plus proche de lui. Si on a moyen de switcher, et ça je vais en parler aussi, l'intelligence de la défense collective des Knicks, qui est incroyable. Incroyable. Et pas qu'en défense, d'ailleurs, en attaque aussi. Mais pour terminer sur la défense en contre-attaque, ils prennent les joueurs qui sont les premiers et ensuite ils essayent de faire les bons switches pour récupérer chacun leur joueur ou éviter les gros mismatchs. Mais chacun se bat de son côté pour... et d'ailleurs, ça c'est sûrement un point où les Spurs vont devoir essayer d'aller exploiter beaucoup plus en défense parce que il n'y a pas moyen de ne pas exploiter le fait que Jalen Brunson se retrouve sur un joueur sur lequel il a pas envie de défendre ou qui n'est pas prévu, qui est pas prévu comme tel. Ça, il va falloir vraiment forcer les Knicks à hésiter à mettre cette stratégie en place, ou du moins la rendre caduque en l'exploitant. Autre chose que les Knicks font extrêmement bien, en attaque également, en attaque pour le coup, c'est justement cette intelligence de l'ensemble des joueurs qui sont sur le terrain. Je sais pas, Charlie, j'ai rarement vu une équipe qui est capable
de dire ah tiens, regardez, ils ont changé leur couverture défensive, il va falloir faire ça. Si tu regardes, ils sont en permanence en train de communiquer les uns avec les Ouais, autres. ouais, ils Ils sont sont d'une en lucidité permanence folle. en train de faire des micro-changements dans les angles des écrans, dans la façon de bouger sur le terrain, qui va dans le corner, qui fait le pick and roll. C'est incroyable d'intelligence, de cohésion. Ils sont épatants, Ouais, épatants. ouais, on sent une sérénité et une lucidité dans cette équipe qui est dingue. On sent qu'ils ont une confiance totale en leur qualité et qu'ils sont capables de revenir. Parce que c'est aussi ça, c'est que ce match, c'est un nouveau comeback aussi des Knicks qui étaient quand même menés de quasiment 15 points, qui sont revenus pour aller s'imposer. Je veux dire, les Cavs peuvent témoigner du fait que c'est pas la première fois qu'ils réalisent un tel comeback dans le premier match d'une série. Hein. Les Cavs menaient de plus de 20 points à 8 minutes de la fin dans le match 1. Et ouais, c'est aussi la preuve que cette équipe, elle a des grosses qualités mentales. Alors, Mike Brown a parlé de résilience, de capacité à s'améliorer pendant le match, mais ouais, surtout, moi, je suis impressionné par en fait, en conférence de presse, Jalen Brunson, il a eu une formule, il a dit c'est très important de contrôler ce qu'on peut contrôler. Et ça peut paraître ultra basique, mais en fait, ça l'est pas. Ça veut dire ne pas se Tout à frustrer fait. sur des éléments qu'on peut pas maîtriser, se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut avoir de l'influence. Et effectivement, cette lucidité-là, c'est aussi un témoin de ça. À chaque fois qu'il constate que la couverture défensive, elle change, à chaque fois qu'il voit Wembanyama sortir, systématiquement, il s'adapte à ce qui se passe. Et ça peut paraître très basique, mais en fait, c'est pas si basique que ça quand t'es dans le match, quand t'es dans le jus. Et au-delà de constater l'évolution de la couverture, il faut réussir derrière à exécuter la bonne attaque. Et ça, c'est fait, et c'est très bien fait. Et oui, défensivement, ils ont été très très bons sur la couverture, enfin, pour empêcher les Spurs notamment de se régaler dans la raquette. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on avait mentionné. Il faut absolument pour les Spurs réussir à réouvrir l'accès à la raquette des Knicks. S'ils veulent remporter cette série, ils doivent dominer dans ce secteur-là. Leur attaque est dépendante pardon, de leur présence à l'intérieur. Et c'est marrant parce que ça aussi, c'est un truc dont Mike Brown avait parlé avant le match. Il avait dit que c'était absolument vital d'empêcher San Antonio de s'installer dans la raquette et ça a été parfaitement fait. Et voilà, et Fox l'a dit en conférence de presse après le match, les Spurs n'ont pas su trouver les clés pour s'imposer dans la raquette, notamment en fin de match, quand les Knicks ont haussé le ton en termes de pression défensive. Et voilà, moi je trouve un peu que San Antonio, je vais pas dire enfin, ils se sont presque perdus en fait offensivement. Je trouve que leur mouvement de balle a été beaucoup moins efficace que d'habitude. Il y a eu un jeu qui était beaucoup moins basé sur le collectif. Et alors je sais pas si c'est juste parce que la défense des Knicks a fait complètement dérailler l'attaque ou si ils ont été un peu peut-être pris par l'enjeu. Peut-être que Mitch Johnson a juste pas trouvé les clés en cours de match pour remettre les siens dans le bon chemin. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup d'attentes sur le match 2, sur quelles solutions les Spurs vont Hmm. trouver pour régler ce problème-là. On va parler des solutions des Spurs. J'aimerais quand même rebondir sur ce que tu dis parce que c'est extrêmement intéressant. Quand tu parles du comeback réalisé par les Knicks, effectivement, ils se sont retrouvés à traîner de 14 points. Ce qui, à ce moment-là, tout le monde se disait, bon, les Spurs ont pris la mesure de leur adversaire. Ils sont en train de dérouler, ça va être très très compliqué pour les Knicks de revenir. Et pas du tout. Et ce qui est assez drôle, c'est que Mike Brown a utilisé un line-up qu'il a jamais utilisé en saison régulière. Il a mis Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Max McBride, Landry Shamet et Josh Hart. Et c'est eux qui ont entamé cette espèce de comeback incroyable parce qu'ils ont eu un spacing optimum. Le offensive rating était absolument indécent. Je crois que c'était 170, un truc comme ça. C'était un truc irréel, quoi. Enfin, sur un micro échantillon. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais tout ça pour dire que leur attaque a complètement pris feu à ce moment-là, que tout le monde a commencé à mettre ses tirs et que c'est bien ça l'arme contre les Spurs, ça également on en avait parlé, c'est d'étendre leur défense et de les obliger à sortir sur les shooters. Et à partir du moment où tu sors les shooters, ça débloque l'intérieur. Surtout quand c'est Wembanyama qui est obligé d'aller aider et de sortir sur les shooters à 3 points, notamment dans le corner. Donc c'est assez remarquable ce que font les Knicks. Il y a un autre truc qui a souligné, c'est que cette volonté des Knicks de bloquer et de verrouiller l'intérieur fait que il y a des espaces qui se libèrent pour les Spurs et qu'ils n'ont pas vraiment su exploiter finalement, notamment sur les corners.
je dis pas que, alors, je comparerai pas la défense des Knicks à celle du Thunder, j'oserais pas faire ça, mais mine de rien, quand tu vois ils ont pris des trucs de la série face au Thunder, clairement, pour défendre sur cette équipe de San Antonio. Quand tu vois, des fois, tu as un jeu à 3 dans l'axe, tout en haut de la raquette, avec Victor Wembanyama qui vient poser un écran. Tu as un autre joueur qui vient se mêler à cette action, donc qui ramène un troisième défenseur. Souvent, c'est un shooter, c'est Champagny ou ça va être Vassell, pour justement pouvoir créer ce décalage et éventuellement trouver un shoot à 3 points. Et à chaque fois qu'ils font ça, à chaque fois les Knicks, tu regarderas le meneur, que ce soit ou celui qui suit le shooter, Champagny ou Vassell, vient faire un espèce de tag, ça s'appelle un tag, c'est-à-dire qu'il vient se mettre dans le chemin de Victor Wembanyama pour freiner son rôle vers le panier, donc empêcher Victor Wembanyama de faire le rôle nickel et d'avoir le ballon pour ensuite aller au cercle. Ça, c'est exactement la stratégie qu'avait mis en place Mark Deno dans la série face à San Antonio. Et les Spurs avaient réussi à le contourner. Et souvent, quand ils viennent surcharger la raquette parce qu'ils se sont fait avoir, ils n'ont pas réussi à faire le tag, ou pour X raisons que ça soit, et Dieu sait que leurs rotations défensives aux Knicks, elles sont incroyablement efficaces. La manière dont ils ont de rouler sur les shooters, de foncer sur les shooters, le close-out est absolument exemplaire dans l'effort. Mais comme ils surchargent la raquette, il y a souvent des corners libres. Et ça, les Spurs n'ont pas réussi à mettre les tirs. On a un peu un trompe-l'œil avec Champagny, parce que Champagny, en première mi-temps, il met quasiment tous ses shoots. Ouais. On se dit, waouh, les Spurs, ils sont incroyablement adroits et tout, c'est fou, ça se passe trop bien. Et bah, in fine, à la fin du match, pas vraiment. 11 sur 43 au tir, 25,6% à 3 points. Ça, c'est une stat, je pense que ça a peu de chances de se reproduire à nouveau. Et les Spurs ont dû regarder dans le film session des derniers jours, ils ont dû voir que ces corners étaient libres. Et je sais pas moi, 2-3 reprises pendant que je regardais le match, il y a plusieurs fois où je me suis dit, tiens, autant les Spurs, là, la passe, ils auraient dû la faire, et c'est ce qu'ils faisaient face au Thunder. Et dans ce match-là, trop souvent, j'ai vu des joueurs prendre le tir ou ne pas voir la dernière passe qui permettait de faire enfin l'écart. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que je te disais, moi j'ai vraiment le sentiment que le jeu collectif des Spurs a été un peu bafouillant sur cette rencontre-là. Tout à fait. Et oui, et ce que tu dis est tout à fait vrai. Et puis au-delà de ça, en fait, les Knicks, ils ont répondu présent collectivement. Je veux dire, toute la rotation des Knicks a fait le taf en fait. Landry Shamet, Miles McBride, José Alvarado qui a été envoyé au feu quand Brunson est rentré au vestiaire, Mitchell Robinson malgré la fracture, tous ces mecs-là ont été impactants en sortie de banc. Et ça pour le coup c'est un vrai avantage qu'ils ont eu sur les Spurs où très clairement, mis à part Dylan Harper qui nous a fait notamment une première mi-temps de feu, bah, ça a été plus difficile. C'est probablement Dylan Harper le seul joueur des Spurs, un des rares joueurs des Spurs en tout cas, à réussir à aller mettre les pieds dans la raquette et à créer de l'attaque à ce niveau-là. Si tu regardes, c'est Kirk Cosberry, qui est un ancien, je crois que c'était un ancien scout des Spurs, qui a pondu, il a une espèce de nouvelle session là sur les réseaux sociaux où il explique un petit peu certains, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle son segment sur les réseaux, mais il analyse un point statistique particulier. Et il a pointé du doigt notamment le fait que Victor Wembanyama n'a jamais été tenu autant au large par une défense de tous les playoffs que dans ce premier match face aux Knicks. Tout à fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ils ont magnifiquement réussi à tenir Victor Wembanyama éloigné de la raquette, le forçant à prendre des tirs. La masse de Karl Anthony Towns y est pour beaucoup. Leur façon de défendre y est également pour beaucoup. Si on regarde, souvent, tu as un joueur qui vient non pas faire une prise à deux. Ils font jamais une prise à deux totale. Mais tu as un joueur à chaque fois qui vient. Pourquoi ? Pour faire réfléchir Victor et lui dire, si tu dribbles, on va venir taper ta balle. Et plusieurs fois, ils sont venus taper la balle. OG Anunoby est venu taper la balle. Michael Bridges est venu taper la balle. Brunson est venu taper la balle. Et 6 balles perdues pour Victor Wembanyama. Et comme Victor Wembanyama n'a pas encore de jeu offensif au poste, il n'a pas un jeu offensif très développé, les Spurs doivent impérativement créer du jeu.
comme ils l'ont fait dans le Game 7 face au Thunder. Ils doivent créer du jeu par un jeu de passe, Exactement. pénétration et in and out, comme on en a parlé toi et moi quand on a fait le bilan du Game 7. Et c'est, et C'est c'est- exactement ce qu'il faut faire et c'est ce qu'ils ne font pas. Et la responsabilité, je termine là-dessus, de Fox, Castle et Harper. Harper, pour le coup, lui, n'a pas de, on n'a pas de, j'ai pas de reproche à lui faire, mais Fox et Castle doivent absolument. Ils ont une responsabilité à la création et dans le fait de créer des tirs pour Victor à l'intérieur qui est colossal. Tout à fait, et c'est exactement ce que Mitch Johnson a dit à l'issue de la rencontre. Quand il dit qu'il n'y a pas eu assez de circulation de balles, qu'ils ont essayé de jouer sur leur talent plutôt que de jouer sur leur collectif, alors que leur point fort, Ouais. justement, c'est le collectif, c'est exactement ça. Et il dit bien, on doit absolument retrouver notre identité pour le prochain match. Et évidemment, c'est vital, parce que franchement, bon, en fait, ce match, quelque part, ça aurait pu être pire hein, pour les Spurs, parce que tu vois, le début de match, bah, les Knicks répondent vraiment bien présents collectivement, et le premier run des Spurs, il se fait sans Wembanyama, ce qui n'est quand même pas normal, en fait, C'est tu vois. clair, c'est Je veux clair. dire, J'étais très à surpris. un moment, tu fais ce run en t'appuyant sur une très grosse défense, et surtout sur un Dylan Harper. C'est pas normal, je suis désolé, une fois de plus, c'est pas normal que ça soit un mioche pareil qui fasse la meilleure entame de match d'un premier match de finale en carrière. Enfin, c'est hallucinant. C'est Mais, drôle parce qu'on a beau voir Dylan Harper, Charlie, excuse-moi de te couper, mais juste ouais, y a parce aucun que je problème. rebondis là-dessus avant que tu partes sur autre chose. Mais on a beau le voir enchaîner les matchs où on se dit, mais c'est pas possible. Toi et moi, on n'arrête pas, on a un disque rayé là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais encore une fois, dans ce match, bien que maintenant, on a 3 séries derrière nous où on sait ce qu'il est capable de faire, on sait Ouais, mais comment il en il fait joue et toujours tout. plus, tu vois. Il fait Mais toujours là, mieux, en fait. il y a des fois, j'étais là, what? À un moment, tu sais, il a fait un espèce de reverse où il est allé marquer de l'autre côté du panier pour éviter le défenseur. J'étais là, mais c'est pas possible, c'est quoi ce Ouais, mec? c'est une dinguerie. Non, mais Pardon, franchement, c'est vas-y, fou. continue, excuse-moi. Non, non, mais sinon, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, Banyama était beaucoup trop au large et face à ces Knicks-là, c'est pas possible. Voilà, tu l'as dit, ils en ont profité. C'est notamment ça qui explique les 50 points mis dans la peinture. Et globalement, il a fait un petit match. Alors, il l'a assumé en conférence de presse, à lui de redresser la tête maintenant. Et d'ailleurs, de la même manière, Mitch Johnson a reconnu que tous les choix pas été parfaits. Alors, Wembanyama a dédramatisé la défaite en disant oui, on sait qu'on peut faire mieux, je sais que je peux faire mieux. Je le comprends, c'est un discours logique. De toute façon, il va pas dire autre chose, tu vois. Mais franchement, ne pas avoir pris ce match-là, c'est quand même dommage parce que comme tu l'as dit, je suis pas sûr du tout que les Knicks soient à 30% à 3 points tout au long de la série. Et c'est une vraie occasion ratée pour les Spurs. Et en finale NBA, c'est pas le genre de choses qu'il faut laisser passer. Alors attention, tout n'est pas négatif. Hein. Côté Spurs, il y a aussi du positif quand même. Défensivement, ils ont montré qu'ils avaient quand même des armes pour gêner ces Knicks. Et d'ailleurs, le manque d'adresse des Knicks vient aussi de là. Dans le troisième quart, notamment, si l'écart se creuse, bah, c'est en raison de la défense des Spurs. Et franchement, à un moment, je me suis dit, bon bah là, c'est bien parti. Maintenant, il faut dérouler offensivement. Sauf que bah là, pour le coup, les minutes sans Wembanyama ont pas été bonnes. L'adresse des Spurs n'était pas au rendez-vous. Et en face, bah, les Knicks, c'est très très solide. Ça continue à scorer. Towns fait un troisième carton de fou. Josh Hart prend des rebonds, vole des ballons, l'écart diminue. Dans le quatrième carton, t'as Anunoby qui sort de sa boîte. Et puis ensuite, voilà, hein, le Money Time. Alors, je vais en profiter pour rappeler, lors de la preview, tu as cité, je sais plus du tout qui t'a cité, mais t'as cité je crois que c'était un fan d'Enix ou un truc comme ça qui disait de toute façon, nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'être à portée de tir Oui, avant oui, l'entame du Money Time parce qu'on a Jalen Brunson. c'est Et ça. bah ouais, hein, c'est voilà, c'est le mec, ce mec-là est le joueur le plus clutch de la ligue. Il s'est comporté comme un patron dans cette équipe et franchement, j'ai eu tellement peur quand il est rentré au vestiaire dans le premier quart-temps suite à un contact avec Ah ouais, Barnes. Putain, ça je suis aurait été un d'accord. crève-cœur de fou. Ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible et finalement rien du tout. Il est revenu et franchement, il a vécu un match pas facile. Hein. Il y a eu des contacts rugueux sur lui, il y a eu une belle défense, et puis tout à coup, on s'approche de la fin du match. Et voilà, le mec nous rappelle à tous qu'il est le joueur le plus clutch de la ligue. 13 points dans les 7-8 dernières minutes, un énorme 3 points pour redonner l'avantage aux siens, alors que les Spurs étaient repassés devant à 2 minutes de la fin. Le numéro sur Vassell à mi-distance, là, Non, pour passer à 6 points. incroyable. Match de patron, voilà, il a géré ce Money Time de main de maître et franchement, ça m'a tellement fait penser à ce que tu disais pendant la preview. Non, mais techniquement, ce joueur est absolument épatant. Je vois pas comment c'est possible de détester Jalen Brunson.
Alors des fois, il est un peu agaçant parce que c'est un joueur qui des fois essaie de vendre des fautes. Ouais, ça peut lui arriver quand même. On va pas se mentir. Je pense que même n'importe quel fan d'Enix est capable de le reconnaître. Mais il le fait pas de façon outrageuse et Non, il y a bien permanente. pire que lui. Ouais, il y a bien pire. Donc très sincèrement, il n'y a pas de souci. Et il a un cœur de lion, ce joueur. C'est déjà hein, le joueur le plus populaire, je pense, parmi les fans d'Enix depuis Patrick Ewing, Ah oui, je pense. très facilement. Ah Et bon, c'est si, pas Carmelo. et si... T'es chiant. Pourquoi tu me fais rire, là? Je vais perdre le fil de ma pensée. Carmelo Anthony, putain. S'il venait à gagner le titre, les Knicks, mais le gars, mais devient une espèce Bah oui. d'icône, mais il a les clés de la ville, quoi. C'est sûr et certain. Mais c'est extraordinaire. La relation de ce joueur avec cette équipe, ce qu'il représente pour... il est tellement Knicks comme joueur. C'est le joueur parfait pour cette équipe, pour cette ville, pour ses fans. Ce que je disais tout à l'heure dans l'intro, de second choix de draft, je veux dire, personne ne voyait Jalen Brunson à ce niveau. Personne. Impossible. Est-ce que tu penses que Luka Doncic le voyait? J'en sais rien. Et je me souviens que je regardais pas mal de vidéos d'entraînement de Doncic et Brunson, parce que Doncic était tellement... il y avait une telle couverture médiatique sur lui. Et ils étaient très amis tous les deux pendant leur année rookie, en fait. Et je me souviens que très rapidement, ce joueur, quand j'ai commencé à regarder Dallas et tout ça pour voir le phénomène Doncic, donc, et je me disais à chaque fois, mais Brunson, ce joueur, il est bon, putain. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il se passe des trucs positifs. Et son jeu d'angle, il a un jeu d'appui et d'angle. Il attaque les angles, Jalen Brunson. Et si vous avez déjà fait du basket, vous savez à quel point c'est difficile, d'une part. Et deuxièmement, à quel point faire ce qu'il fait là, les changements de direction, les appuis et savoir quand il faut donner le coup d'accélérateur pour faire la différence par rapport à son défenseur, et puis le toucher de ballon qu'il a, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Non, il est incroyable. ce joueur est fou, et effectivement, quand tu arrives en fin de match et qu'il faut faire la décision, non seulement Jalen Brunson respire la confiance en lui, mais comme tu vois rarement en NBA, et tu sens que la totalité de ses coéquipiers ont aveuglément confiance en lui. Ah, mais c'est clair. J'ai quasi, enfin, c'est assez, je trouve que c'est assez rare pour le souligner quand même. Et c'est un mec qui à la base était personne, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas censé être ce joueur-là. Non, mais ce 3 points là, ce 3 points qu'il prend pour repasser devant, le mec, il est à 1 sur 8 à 3 points au moment où il dans le corner. Ouais. Et ouais, pourtant, t'as attends, l'impression que tout le monde sait qu'il va le mettre, en fait, genre. Et qui c'est qui tape la balle dans la confusion du shoot raté juste avant? Qui c'est qui vient taper la balle pour empêcher les Spurs de prendre le rebond? Ça repart, je crois que c'est sur Josh Hart qui décale pour Brunson. Ouais. C'est lui, ouais, c'est lui qui tape ce ballon. Bien sûr. C'est lui qui nous fait, qui imite son meilleur pote. Non, mais ouais, surtout, moi, je trouve ça fou. Ouais, le niveau de confiance que les mecs, ils ont en lui, je te dis, avant de prendre ce shoot, il est à 1 sur 8 à 3 points, et pourtant, au moment où il déclenche, t'as l'impression que les Knicks sont déjà en train de célébrer, quoi, tellement le mec, ah bah c'est bon, il est passé en mode money time, il n'y a pas de problème, il peut être à 1 sur 60 à ce moment-là, il va la mettre quoi qu'il arrive, quoi. Et il n'y a pas de culpabilité inutile dans cette équipe, ils sont pas là, tu vois, comme tu parlais de Jalen Brunson qui parle bien de Josh Hart, alors que Josh Hart, il est dans une adresse au tir qui est très très difficile depuis quelques temps maintenant, mais personne ne va aller dire quoi que ce soit. Enfin, tu sens qu'il y a une camaraderie. Bah, bien sûr. Ça se serre les coudes à 100% dans ce vestiaire, et c'est une de leurs grandes forces. Il y a vraiment un esprit collectif qui est fou. Ouais, et puis je pense aussi que les mecs, ils ont bien conscience qu'en fait, l'apport de Josh Hart, il est peut-être pas au scoring, mais tu peux juste pas t'en passer, en fait. Tu ne peux pas te passer de ce mec-là. Sur le match, il a pris 15 rebonds, quoi. Je crois que 15 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions comme il l'a fait et 0 balle perdue. C'est Larry Bird, Dennis Rodman, enfin...
c'est que des. Enfin, il y a ces deux joueurs-là, je crois j'ai vu Ah, mais de toute façon, comparaisons statistiques. une ligne de stats pareille en finale, c'est que des joueurs all-time. Il faut être clair, c'est que C'est des ça, ouais. joueurs all-time. Et comme tu l'as dit, il marque quoi? Il marque 3 points, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Mais ça a aucune importance. C'est justement là-dessus. Et c'est là où les Spurs, je pense, vont devoir bosser le plus possible. Alors, ça, ils l'ont reconnu dans le post-game. Ils ont bien dit, on savait très bien que les rebonds devaient être la bataille. Et le pire, c'est qu'il la gagne, cette bataille des rebonds. 54 rebonds pour les Spurs, 49 pour les Ouais. Knicks. 10 rebonds offensifs pour les Knicks, 14 rebonds offensifs pour les Spurs. Tu te dis, bah, ils ont fait le boulot sur le papier, bien sûr, sauf que eux, les rebonds offensifs, ils les ont jamais convertis en points. Exactement. Alors que les Knicks, si, eux, ils ont exploité à 200% les ballons qu'ils ont récupérés. Donc, on a dit tout à l'heure, 23 points sur les rebonds offensifs pour les Knicks, 14 pour les Spurs. Et de l'autre côté, on disait les ballons perdus, les points concédés, c'est 14 points concédés pour les Knicks, 19 pour les Spurs, c'est pas assez. Ils ont également donc mis 50 points dans la raquette, 42 pour les Spurs, ça ne va pas. Les Spurs, quand ils autorisent une équipe à marquer 40 ou plus, 40 points ou plus dans la raquette, ils sont à 3-6 dans ces playoffs. Bah 3 oui, victoires, 6 défaites. non. Quand ils parviennent à tenir une équipe en dessous des 40 points, c'est 9 victoires, 1 défaite. Donc, c'est clairement une des batailles les plus importantes pour les Spurs. Ça va être le rebond défensif. Au-delà du nombre total de rebonds pris, c'est empêcher les Knicks de shooter derrière un panier raté. Et ça, il va falloir se lever tôt, les amis. Ouais, ouais, c'est clair. Et ça, pour le coup, les Spurs en ont parfaitement conscience, hein. C'est un élément qu'ils ont absolument tous mentionné après le match, que ce soit Wembanyama, Mitch Johnson, tous en ont parlé. C'est un vrai problème de leur avoir laissé prendre ces rebonds-là, et surtout de les avoir derrière laissé convertir les points sur seconde chance. Bon, voilà, écoute, on va voir. Moi, je voulais quand même avoir ton avis pour rester sur les Spurs, sur le cas Fox et sur l'absence de Harper dans le Money Time. T'as compris, toi, le choix de Mitch Johnson ou pas? Bah oui, bien que j'ai pensé à toi, forcément. J'ai pensé à toi et à nos conversations où on alterne, toi et moi, entre Fox et Dylan Harper et le dilemme que ça puisse poser à Mitch Johnson. Je pense que c'est pas simple pour lui de faire le choix. Je pense qu'il a voulu faire confiance en De'Aaron Fox, qui était très hésitant. Parce que De'Aaron Fox termine très bien la première mi-temps. Si tu regardes la fin de la première mi-temps, il fait des très très bonnes actions et tu te dis tout va bien. Et quatrième quart-temps, je veux dire, laissez même plus se faire croquer par Jalen Brunson. Il a été absolument surclassé, mais pas un peu. C'est énorme. Et je rappelle que De'Aaron Fox est un ancien joueur élu Clutch Player of the Year en NBA. C'est la première fois que le trophée existait. C'est lui qui avait Fox. eu le truc. Ouais, Fox, ouais. Fox, ouais. Ah ouais. Et non, écoute, Fox a raté son tir. Son match, tu peux le dire. Ouais, il a raté un tir en fin de match qui était vraiment pénible. Ouais. Je pense que tous les fans des Spurs se sont dit putain, c'est pas possible qu'il rate ça, alors qu'on a vu ce mec mettre ce tir 15 fois, enfin, je sais pas, enfin, plus de 15 fois, des centaines de fois. C'est son tir, t'as envie de dire. Dans la raquette, un petit fade avec le ballon dans les mains, là, une espèce de petit tir comme ça en sautant en arrière. Bon, ça s'est pas bien passé. Je pense que Mitch Johnson sera beaucoup plus prompt la prochaine fois à identifier le fait que Dylan Harper puisse être sur le terrain également, pas attendre le dernier moment, mais en même temps, ils étaient au contact toute cette fin de match. Tout à Je pense fait. qu'il a envie de donner confiance à son vétéran. Il a envie de dire à De'Aaron Fox, on a confiance en toi. On l'a vu dans la série face au Thunder. Où pareil, il a enchaîné 2 matchs catastrophiques et puis finalement, il a répondu présent à la fin. Donc je pense qu'il n'a pas envie de casser cette confiance en lui. Maintenant, je pense que les minutes de Dylan Harper, va falloir les gérer autrement. Je pense qu'ils ne doivent pas l'ignorer. Mais c'est aussi quelque chose qui, pour moi, peut se retourner contre toi, Charlie. Très sincèrement, je pense enfin, je sais pas à quel point c'est le cas, mais est-ce que tu as envie de faire reposer la décision de tout un match sur un rookie? Alors, si tu n'as pas le choix, oui. Si tu as le choix, je sais pas. C'est pas un choix évident. Je comprends que le choix soit difficile. Ouais, ouais, tout à fait. Écoute,
C'est clair que Fox est celui qui cristallise le plus les critiques de toute façon après ce match-là, parce qu'il a eu un match vraiment compliqué. Son adresse est catastrophique. On voit bien qu'il est en souffrance. Alors, tout n'a pas été mauvais, hein, tu l'as dit. Il a notamment eu une très bonne séquence avant la mi-temps, et quelque part, ça rajoute un peu à la frustration, parce qu'on voit par éclair ce qu'il pourrait apporter à cette équipe s'il était en forme. Mais c'est pas le cas, et c'est clair que sur ce match-là, moi je trouve qu'il coûte cher à l'équipe, notamment ce quatrième carton, il le traverse comme un fantôme. Enfin, je crois qu'il n'y a aucun point, aucune assist, deux pertes de balles, trois fautes. Bon, Il fait des fautes ouais, catastrophiques. Sa catastrophique. faute en fin de match, elle est cataclysmique. C'est horrible. Voilà, T'as pas du tout besoin de faire cette faute-là. C'est stupide. et c'est sûr que bah, le niveau de Dylan Harper dans un contexte où il devrait pas du tout être à ce niveau-là fait que le coaching staff se retrouve face à des décisions qui sont compliquées. Bon, ils ont décidé de maintenir Fox sur le parquet, et j'imagine qu'ils croyaient en sa capacité à mieux finir et surtout à être clutch, parce que tu l'as dit, historiquement quand même, Fox c'est un joueur clutch. C'est pas le genre de mec qui va trembler sous la pression, mais c'est clair que l'issue lui a pas donné raison. Alors peut-être aussi qu'il s'est dit que s'il le sortait dans ce Money Time, bah, il allait le flinguer moralement et que pour le reste de la série, il avait besoin de lui. En tout Ouais, cas, c'est ce que je pense aussi, ouais. ouais, je pense tout à fait que ça a pu jouer. Alors, on sait bien qu'il reviendra probablement pas à son niveau d'avant blessure, mais il faut absolument qu'il retrouve un minimum d'adresse. Il en a parlé en conférence de presse. Il a bien conscience du fait que c'est absolument vital pour les Spurs qu'ils soient capables de retrouver un peu d'efficacité. J'ai lu beaucoup de commentaires très très durs le concernant. Moi, tout le monde sait, enfin tous les auditeurs savent que je ne suis pas du tout un fan de Fox, loin de là. Je suis encore moins fan de son contrat, mais je trouve pas qu'on, enfin, je trouve que le procès est un peu injuste. Je pense pas qu'on puisse résumer le joueur qu'il est à son niveau de performance depuis son retour de blessure. Je veux dire, avant d'être sorti, enfin d'avoir ce souci à la cheville, il tournait à quasiment 19 points, 6 passes, à 46% au shoot. Alors oui, depuis, c'est très compliqué, mais c'est aussi parce que cette blessure, elle a eu un vrai impact. Maintenant, j'avoue que ça m'a un peu frustré de ne pas voir Dylan Harper dans le Money Time. Je veux dire, voilà, j'en fais pas le sauveur de l'équipe, hein, loin de là. C'est un rookie, et je comprends tout à fait que une condition, dans des circonstances pareilles, le coaching staff fasse confiance à un mec comme Fox. Mais Harper a déjà tellement prouvé dans ses playoffs qu'il a peur de rien et qu'il est capable de répondre présent, même dans un contexte à forte pression, que ça m'aurait fait plaisir de le voir. Bon, voilà, c'est une question d'arbitrage du coaching staff, et je comprends tout à fait, mais c'était un peu frustrant. Surtout qu'encore une fois, c'est lui l'acteur principal du premier run des Spurs dans ce match, hein. C'est fou, c'est fou ce mec. Ouais. Et t'as presque envie de te dire que c'est lui le difference maker côté Spurs. Ah bah il le faut, parce que franchement, dans la rotation là en sortie de banc, Hmm. à moins que Keldon Johnson tout à coup, mais franchement j'en doute. Et Moi, pourquoi il a joué combien de minutes? 8 minutes, un truc comme ça, Keldon Johnson? ouais, j'allais te dire moins de 10, c'est sûr, ouais, je sais pas. C'était incompréhensible, ce truc-là. J'ai pas bien saisi. Après, il a pris des fautes, hein. En 8 minutes, il en a fait des fautes, hein. Oui, c'est sûr, ouais. Mais ouais, c'était un peu une gestion. Enfin, il y a plein de choses, je pense, à nettoyer côté Spurs. Ouais, Et pour finir ce De'Aaron Fox. En fait, De'Aaron Fox, s'il n'y avait pas Dylan Harper, il se prendrait pas autant de volets. alors là, je vais te dire, s'il n'y avait pas Dylan Harper et avec un De'Aaron Fox à ce niveau-là, les Spurs seraient pas en finale, hein, de toute façon. Donc, Non, non, bien sûr, non, 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 mais je parlais de la tentation de le critiquer et de ouais, l'enfoncer. ouais. C'est aussi parce que Dylan Harper est à ce point magnifique que on est rapide à se dire, bah tiens, De'Aaron Fox, finalement, sert à rien, il nous fait suer, quoi. C'est pas lui qu'on veut voir, c'est Dylan Harper, le futur, l'avenir, vas-y, arrêtez de nous saouler avec Fox, quoi. Et d'ailleurs, Harper a été très bien, hein. Après le match, il n'a pas du tout réclamé quoi que ce soit. Il a montré aucune frustration. Il Mais, a dit, on veut tous ouais, être sur ouais. le parquet. C'est au coaching staff de faire ses choix. Et puis voilà. Tu sais, Fox, c'est un des seuls c'est le seul joueur du 5 majeur qui n'a pas un plus-minus négatif. Il est à zéro. Euh, sans Fox et Harper en sortie de banc, ils n'y arriveront pas. Ils ont Ouais, besoin que Fox c'est sûr. sorte de sa torpeur et il faut absolument que ça se passe bien pour lui. Donc si tu es fan des Spurs, tu devrais plutôt espérer, et comme tu l'as très bien souligné et évoqué, un coaching staff, certes, tu as ce match-là où ton joueur se prend le pied dans le tapis et c'est pas cool, mais tu peux pas le sacrifier Non, dès le premier match comme ça. ce serait le pire Voilà. scénario. Ouais. Tu as besoin de maintenir la confiance en lui.
Il a fait ses erreurs, ça n'a pas porté ses fruits. Très sincèrement, le match, il ne se perd pas non plus forcément à cet endroit-là. Il se perd bien avant pour plein d'autres raisons. Et c'est pas le seul gars il n'y a pas un seul responsable dans cette histoire. Dans ces cas-là, on peut parler de Devin Vassell, qui était transparent Ouais. à un bon moment de la rencontre et qui, pareil, ne mettait pas ses tirs. Bon. Victor Wembanyama n'est pas et on va terminer sur lui d'ailleurs, n'est pas exempt de critiques également. Harrison Barnes qui se faisait absolument transpercer en défense en permanence et pourtant qui joue 12 minutes. Bon, c'est pas top. Luke Cornett, mon Dieu, c'était un de ces matchs où tu te dis, mais est-ce que Luke Cornett est vraiment sur le terrain ou est-ce que c'est un plot donc voilà, c'est un peu trop simple Et ils ont absolument besoin d'avoir Dylan Harper. Ça, c'est ce que j'avais dit pendant la série face au Thunder. Ils ont besoin que Dylan Harper sorte du banc parce que c'est un des seuls gars qui a apporté quelque chose de positif en sortie de banc. Comme tu l'as dit, c'est lui qui a initié le run, qui a permis à San Antonio tout d'un coup de relever la tête et même de prendre l'avantage. Donc c'est très bien d'avoir un joueur comme ça sur le banc. Mais Dylan Harper, c'est un rookie. Donc, laissons-le dans son rôle il prend feu, c'est cool, tant mieux. Et puis si c'est pas le cas, notre équipe ne meurt pas avec lui, quoi. Et pour moi, globalement, les Spurs ne perdent pas ce match sur des performances individuelles, les Spurs perdent ce match tactiquement. Tout à fait. Merci, Charlie. C'est exactement ce que j'essaye de dire, en mettant beaucoup de temps pour le dire. Mais c'est exactement ça. On va terminer le podcast en parlant de Victor Wembanyama, qui fait concrètement un mauvais match, très sincèrement. Alors, il fait un mauvais match parce que les Knicks le défendent extrêmement bien, parce que les Knicks l'empêchent de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait que les Knicks disent en début de rencontre, on n'a pas du tout aimé l'arbitrage, on a l'impression que c'était un peu à sens unique. Et Rick Brunson, notamment le père de Jalen Brunson, qui est assistant coach, a dit à tout le monde, hey, calmez-vous, arrêtez de bitcher sur les arbitres. Ouais, tout à fait. C'est pas ça qui va nous faire quoi que ce soit. Continuez à jouer, puis on verra bien ce que ça donnera. Et puis on en parlera plus tard, on verra à la fin. Et ils ont bien fait, tu vois. C'est franchement réaction mature, réfléchie et qui a porté ses fruits. Wembanyama doit absolument, et ça va être un effort collectif, hein. Je ne dis pas avec Victor Wembanyama tout seul, parce que tout seul au basket, tu ne peux rien faire. Ça ne marche pas comme ça, le basket, qu'on se le dise. Mais Victor Wembanyama, va falloir le rapprocher du cercle. S'il continue à prendre des tirs de loin, le prochain match, ou les matchs qui suivront, si on voit Victor qui tire à mi-distance, à 3 points, et qui ne trouve jamais son chemin vers le cercle, ni près du panier, ni vraiment proche de la raquette, ça veut dire que les Spurs n'arrivent pas à trouver la clé pour le rapprocher. C'est les shoots qu'ils veulent, c'est près du cercle pour Victor. À chaque fois qu'il a fait ça, à chaque fois quasiment ils ont gagné. Oui, c'est ça, il faut trouver des solutions pour le servir à l'intérieur. C'est absolument capital. En fait, c'est la clé d'un éventuel succès des Spurs dans cette série, c'est ça, c'est de réussir à trouver le moyen de servir Wembanyama dans la raquette. Et tant que ce truc-là se passera pas, voilà. Après, Victor, voilà, je sais pas à quel point un 6 sur 21 et 2 sur 9 à 3 points, pareil, on va pas pouvoir compter les fans des Knicks, on va pas pouvoir compter là-dessus toute la durée de la série. Je pense que Victor Wembanyama, on le connaît, il va nous sortir à un moment ou à un autre un match dont il a le secret. Ah bah là, en tout cas, il a annoncé la couleur. Hein. Et il a dit, il a dit, je vais être bien meilleur, on va être bien meilleur. Tu peux pas dire ça et nous pondre une bouse 2 jours après. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça passe par le fait que stratégiquement, d'un point de vue tactique, il trouve les ouvertures pour lui permettre de briller pendant la rencontre. Sans ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est dépendant de ses lignes arrière, il est dépendant de la capacité des autres joueurs à Vassell, Champagny à faire le spacing et les autres à créer, à aller provoquer l'intérieur et à ressortir les ballons et à dégager en fait ce qu'ont fait les Knicks pour trouver le chemin vers le panier quelque part. Et ça passe par quoi? Ça va passer par punir notamment la surenchère des Knicks dans la raquette. C'est-à-dire que les shooters, va falloir planter les tirs. Si tu commences à les assassiner dans les corners, les Knicks n'auront pas d'autre choix que de sortir sur les shooters. Bien sûr.
parce ils savent qu'ils pourront pas survivre de cette manière-là. Donc, c'est en faisant ça que ensuite il va y avoir le cercle vertueux et que tu vas débloquer les situations autour. Mais encore faut-il que tu arrives à pénétrer, forcer la défense à fond sur toi, ressortir et planter tes tirs si personne ne fait le close-out. Ouais, c'est ça, c'est qu'effectivement, il va absolument falloir retrouver la circulation de balle habituelle, c'est-à-dire ne pas avoir peur de faire l'extra passe si elle est ouverte, si elle est possible, et puis derrière, il faut sanctionner. Je veux dire, C'est ça. on peut pas se permettre pour côté Spurs d'avoir un nouveau match où Vassell est à 1 sur 5, à 1 sur 6, pardon, Castle à 1 sur 5, Fox à 0 sur 4, c'est pas possible. Et même Champagny, tu l'as dit, certes il est à 50% sur la rencontre, c'est complètement en trompe-l'œil, et il met l'intégralité de ses shoots en première mi-temps, en deuxième Et il en met après, il plus un seul. disparaît totalement, Voilà, il complètement. disparaît totalement. Et on parle pas de l'adresse de Wembanyama, il prend 9 tirs à 3 points, c'est trop, c'est clairement trop, Mm. et il sanctionne absolument pas. Il est à 2 sur 9 dans ce match-là, c'est pas assez. Complètement. Pas une bonne stratégie pour les Spurs. En tout cas, ils n'ont Non, pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire manifestement. Et il va falloir vraiment. Et il y a des marges de progression. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas été au niveau tout à de fait. leur côté. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude outre mesure pour le moment. On verra bien le Game 2, bien évidemment. Il suffit que les Knicks te plantent 50% à 3 points pour que tout de suite Bah moi c'est pour ça on change de que disque. Hein. c'est pour ça que je te dis, moi j'entends bien le discours de Wembanyama qui dédramatise la défaite en disant on va faire mieux, on va faire mieux. Ouais les gars, ok, les Knicks aussi ils peuvent faire mieux et ils peuvent faire C'est son taf. beaucoup mieux même. Ouais. C'est son Et taf à Victor. Il a besoin bien sûr. d'instiller la Non confiance mais bien en. sûr, c'est sûr qu'il allait pas dire bon bah c'est des jalouses les gars, tu vois, on va rentrer chez nous quoi. Vivement les vacances. Mais 1, 2, bon, 3, voilà. Cancun. Quoi? Mais de quoi tu parles? Et au passage, on l'a même pas dit, mais De quoi? 12e victoire consécutive pour les Knicks dans ces playoffs, hein. C'est énorme. C'est une dinguerie. Et franchement, Comme quoi, c'est pas. ouais, Ils c'était sont pas là. juste que la conférence Est était C'est faible, ça, hein. C'est exactement. qu'il y a vraiment une sacrée équipe, une sacrée attaque, un sacré collectif et un putain de franchise player clutch. Tu sais ce qui me surprend le plus avec les Knicks? Un truc dont on a parlé, toi et moi, énormément, c'est la défense de Karl Anthony Towns et de Jalen Brunson, Mais c'est clair. qui a toujours été un point d'interrogation. Et on s'est toujours dit, toi et moi, quelque part, enfin, en tout cas, moi, je reconnais de l'avoir dit, que ce sont deux joueurs, leur lacune défensive m'a toujours semblé peser lourd dans les espoirs des Knicks d'aller au bout. Ah oui, ça Je- semblait je- même rédhibitoire, ouais, je suis d'accord. voilà, je me suis toujours dit, ils ont une bonne équipe et des joueurs de talent, mais cette question défensive me dérange et j'ai du mal à les mettre favoris à chaque fois, quoi, à cause de ça. Et là, je sais pas à quel point le coaching staff a réussi à combler les brèches ou si c'est les adversaires qui n'exploitent pas assez le, leur lacune défensive, justement. Mais ça tient tellement bien la route, cette histoire, pour l'instant. Ouais. C'est franchement, je pense que c'est une des évolutions concernant cette équipe et une des données, le fait que Kat et Brunson arrivent à tenir défensivement leur position. Alors, ils sont pas extraordinaires, mais Non, mais il est beaucoup ils plus s'inscrivent sérieux, quoi. parfaitement dans le truc, dans la défense collective. Ils jouent leur rôle à 100% et ça tient. Ouais, c'est ça. Et franchement, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur Town, c'est que franchement, en fait, je sais pas à quel point chez ce mec-là, tu vois, c'est toujours un peu le côté mental, confiance, Ouais. affect qu'il y a dans le haut niveau et qui est jamais possible à quantifier. Mais comment c'est possible que ce mec-là, qui est quand même, qui était un peu distrait, enfin un peu tête en l'air, qui parfois avait l'air d'en avoir un peu rien à péter, qui en fait qui arrivait pas à maintenir un haut niveau d'intensité et de concentration Et de défensive concentration, tout à fait, voilà, carrément. sur l'intégralité d'une rencontre. Pourquoi tout à coup il y arrive? Est-ce que c'est parce que c'est devenu une des pièces centrales de l'attaque, tu vois, qu'il a été Je, placé au je, cœur du je projet pense, et que du coup, mais ouais, mais c'est fou, tu vois, moi je trouve ça génial en fait, je trouve ça bien absolument sûr. incroyable de voir à quel point, tu vois, tu peux modifier complètement la trajectoire d'un joueur en modifiant la manière avec laquelle il se perçoit lui-même à l'intérieur du projet. Je trouve que c'est absolument génial. Je trouve que Mike Brown est en train de faire des playoffs masterclass, c'est incroyable, vraiment. Ouais. Non, non, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de frustration dans ce collectif. Tout le monde connaît son rôle, tout le monde accepte Ouais, son et puis ouais, rôle. ils ont l'air de tous kiffer leur rôle en plus. Ouais. C'est ça qui est fou, tu vois.
Et le fait que les Knicks, tu sais, de voir les Knicks avec utiliser leur profondeur de banc, ne pas épuiser leurs joueurs et ainsi de suite, ça Ouais, change. Ça ouais, change de ce qu'on avait l'habitude de voir c'est clair. et ça marche plutôt pas mal. Mike Brown, qui est un ancien d'ailleurs assistant des Spurs, Bien c'est sûr, ouais. encore une fois le Spurs, l'arbre des Spurs qui continue Ah de. bah oui, là, on est cette finale, c'est l'arbre Popovic à 200%, hein. C'est incroyable quand même quand il pense. Ouais, Je trouve ça complètement fou en fait. Les ramifications, les racines de cette franchise partout dans la NBA, c'est complètement fou. tout Sam à fait. Presti, c'est à Thunder, c'est aussi un ancien des Spurs. Enfin bref, c'est incroyable. Voilà, un dernier mot, Charlie, pour Ah avant le bah, match vivement le 2. match 2, hein. Ouais, Vivement le match demain. 2 et j'espère un partout parce que j'ai envie que cette série elle soit tendue et qu'elle dure. Ouais, c'est cette nuit. C'est pour ça que je vais me dépêcher de sortir le podcast. Et c'est cette nuit. Et donc, on pourra. On reparlera de tout ça. Donc, match. C'est quoi les futurs matchs? Bah, donc cette nuit pour le prochain et ensuite je crois que c'est samedi, non? Non, qu'est-ce que je raconte? C'est dimanche. Non, Attends. lundi, dans la nuit de lundi à mardi. De la nuit de lundi à mardi. Donc, mardi, on aura match 2 et match 3 à débriefer, toi et moi. Bonheur. Bonheur absolu. Chers auditeurs. Merci, Charlie. Ah bah écoute, grand plaisir, hein, comme toujours. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, surtout pour ceux qui restent jusqu'au bout. Voilà, et bienvenue à ceux qui nous écoutent, hein, parce que des fois, il y a des nouveaux qui débarquent. Surfer sur la vague Wembanyama avec nous. Ouais, c'est trop cool. Et puis, vous êtes les bienvenus. J'espère que ça vous plaît. Et puis voilà, on est bien tous ensemble. Donc, on se retrouve mardi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, un excellent week-end. Et je vous dis à mardi. À ciao. Bye bye.